des bases, ou alors c'est des bases clandestines, encore ça c'est encore plus grave. Que les Américains viennent installer une base clandestine en Côte d'Ivoire, c'est encore plus grave. Ça veut dire que dans la réalité, nous ne sommes plus dans un pays. Donc ça aussi à ce niveau, l'une ou l'autre de ces options est dangereuse pour la Côte d'Ivoire. Et ça aussi, comme si rien n'était, le gouvernement n'a pas réagi. C'est plutôt l'AFCOM, le commandement américain, africain des forces américaines en Afrique, qui a essayé par un démenti à l'agence Europa Press, a essayé de dire, bon, non, on n'a pas encore une base, mais on a encore quelques troupes qui se promènent ici, mais les troupes ne se promènent pas comme ça dans un pays. Les troupes d'un pays ne peuvent pas se promener sur un territoire d'un autre pays comme ça. C'est pas ici, c'est pas des vacances. C'est pas la Côte d'Ivoire n'est pas une plage. Et encore même quand on va à la plage, on ne va pas employer les fusils. Et donc, forcément, il y a un problème. Ça aussi, le gouvernement ne nous répond pas. Mais alors, on se pose la question, qu'est-ce qui peut justifier cette position? Il y a à peine 2 ans, si je me souviens, qu'il y a eu la crise des soldats détenus au Mali. Il y a 2 ans. Où 46 de nos soldats, en tout cas réputés comme tels, ont été arrêtés, jugés, condamnés à des peines très lourdes, allant jusqu'à la peine à perpétuité pour des faits de déstabilisation du Mali. On sait tout ce que cela a comporté, toutes les implications de cette affaire. Nous en sortons à peine, les blessures commencent à se fermer, l'OMI on commence à oublier. Et puis subitement, comme si la tranquillité avec nos voisins est un problème qui dérange les RHDP, ben voilà, on nous crée cette situation-là. Et bon voilà, on nous dit qu'effectivement, non seulement on les accuse de faire déstabiliser les pays voisins, et en plus d'abriter une base militaire clandestine. Parce que comme je dis, une base militaire, pour qu'elle soit installée, il faut l'accord de l'Assemblée nationale. Si ce n'est pas le cas, et qu'effectivement des militaires se promènent dans ce pays-là, il faut bien qu'on explique dans quel pays étrangers, qu'on nous explique dans quel cadre ils se promènent ici, comme l'a reconnu d'ailleurs le porte-parole donc de l'AFCOM. Mais ça, pour nous qui observions, le PPACI qui observons la vie politique en Côte d'Ivoire, ça ne nous étonne pas. La nature profonde du RHDP, c'était un parti violent. La gouvernance du RHDP était une gouvernance de belliciste. Il n'y a aucune raison. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas aborder ces questions pour rassurer les Ivoiriens là-dessus. Et donc cette façon de faire la diplomatie étrange, vraiment de façon verticale et violente, avec ce que nous avions, l'histoire diplomatique de la Côte d'Ivoire, fondée sur donc, la cohésion, fondée sur la paix et la solidarité avec les peuples. Mais on va plus loin. Lorsque vous écoutez bien le chef d'État burkinabé, il insinue de façon évidente dans ses propos que nous agissons, c'est-à-dire notre gouvernement agit pour le compte des puissances étrangères. Ça, c'est encore une infamie plus grande qu'on jette sur notre pays. C'est-à-dire quoi? Dans un contexte géostratégique qui est difficile, qui se redessine, la Côte d'Ivoire a décidé de s'aligner contre des puissances étrangères, avec des puissances étrangères, contre des peuples africains. Vous comprenez pourquoi nous, en tant que PPACI, parti panafricain, on ne peut pas se taire sur ça. Se taire, c'est nous rendre complices, c'est même renier notre identité. Sur ce plan, on a besoin que le gouvernement nous parle, qui rassure les Ivoiriens. Il ne peut pas se taire comme ça là-dessus. Il ne peut pas se taire là-dessus. Surtout que, de façon sous-jacente, il y a une question de terrorisme derrière. Ça, pour nous, cela est inacceptable qu'un gouvernement se comporte de cette façon. Vis-à-vis de son peuple. Vis-à-vis de son peuple. C'est pourquoi le PPACI
d'ailleurs, ne comprend pas non plus le multiple de la CEDEAO. Vous faites des démarches en direction de ces pays qui ont dit nous ne voulons plus la CEDEAO parce que vous vous comportez de sorte que nous ne nous sentons plus à l'aise dans cet espace. Ben, vous faites des diplomaties souterraines pour essayer de les raisonner et les envoyer de les raisonner. Et puis, au moment où vous faites ça, on accuse un pays, et non les moins l'une des puissances de la sous-région, de vouloir déstabiliser. Et là, la CEDEAO, personne n'en parle. Mais finalement, dans cette affaire, est-ce que vraiment ceux qui font la démarche pour ramener nos frères qui tentent de quitter, qui quittent la CEDEAO, ils sont sérieux dans leur démarche? Parce qu'on ne peut pas faire cette démarche-là. On ne peut pas faire cette démarche. Chez nous, on dit tu ne peux pas mettre le pied sur une pièce de 100 francs et pour nous, on n'a qu'à chercher la pièce de 100 francs. Non, on ne va pas la trouver. Parce que toi, ton pied est là-dessus. C'est pas acceptable ça. C'est pourquoi donc, après avoir analysé tout cela, le PPACI dénonce et juge inacceptable le silence que le gouvernement ivoirien observe sur les accusations très graves et qui portent d'ailleurs atteinte à l'intégrité, à l'honneur de notre pays. Il juge ce silence méprisant. C'est du mépris pour le peuple. C'est du mépris total pour le peuple. Il interpelle vigoureusement le gouvernement pour qu'il donne des explications sur cette affaire. Elle est trop sérieuse pour que le gouvernement se taise là-dessus. Elle exige également, le PPACI exige également des explications sur la base, sur l'information, parce que ce n'est pas une rumeur, puisque c'est un journal qui a titré, de l'existence, en tout cas réelle ou à venir, d'une base militaire étrangère en Côte d'Ivoire située à Odiéné. Ça, il faut qu'on donne des explications. Nous ne sommes pas les obligés du gouvernement du RHDP. Nous sommes des citoyens et nous avons le droit d'être informés. Et nous demandons au gouvernement de regarder l'histoire de la diplomatie ivoirienne et de quitter dans cette diplomatie bellicite. Et je crois que déjà, le président Laurent Gbagbo avait déjà dénoncé cela lorsque les trois pays ont décidé de quitter la CEDEAO, avait dénoncé effectivement la diplomatie bellicite de la Côte d'Ivoire, qui n'a rien à voir avec nos pratiques. Et demande une enquête parlementaire. Nous allons certainement demander à nos députés que cette question-là, à la rentrée parlementaire, il faut qu'on la pose. Il faut une enquête parlementaire sur cette question-là. On ne peut pas s'asseoir comme ça, puis bon, les gens ils font comme si c'était dans leur cuisine une affaire d'État, un petit copain. Ça ne marche pas comme ça dans un pays. Donc, institutionnellement, en plus de ce que nous faisons au niveau médiatique, au niveau parti politique, dans les institutions de l'État, nous allons demander qu'effectivement, qu'il y ait une enquête parlementaire sur cette affaire-là, parce qu'elle est très sérieuse. Et puis, nous nous inquiétons également du silence de la CEDEAO, ce silence incompréhensible. Chers amis, voici sur ce premier point notre position. Ce sont des accusations graves, elles ne peuvent pas passer sous silence, et il faut bien que le peuple soit informé et qu'on comprenne tous les dessous de ces accusations. C'est d'autant plus important que nous allons à des élections. Dans 1 an et demi, nous allons à des élections. Il faut que nous allions à ces élections de façon sereine. Or, et ce sera le deuxième point, quand nous observons la liste électorale, l'évolution de la liste électorale, ce sera le deuxième point de notre intervention, nous sommes inquiets. Nous sommes même très inquiets. L'avantage des statistiques, c'est de restituer au moins les ordres de grandeur, mais au moins de diriger la compréhension des choses sur les ordres de grandeur. C'est l'avantage des statistiques. Et nous avons eu la liste
de la liste électorale qui a été publiée, un ami nous a envoyé, de l'évolution de la liste électorale de 2015 à 2023. Apparemment, il y a des situations qui méritent quand même qu'on s'inquiète. Premièrement, la moyenne de progression sur ces 10 années, on pourrait dire ces 8 années, c'est 21%. C'est-à-dire de 2015 à 2023, la liste électorale a évolué de 21%, la moyenne. Mais on est quand même curieux de savoir pourquoi chez nous là-bas, nous, on avance trop vite par rapport aux autres. Quand il dit chez nous, je parle de chez moi, je parle du Nord. C'est de ça que je parle. C'est ça qui est le problème pour nous. Ça fait partie de nos inquiétudes. On va vous donner les chiffres. On va donner seulement les chiffres et chacun fera son commentaire. Alors, comme c'est des chiffres, je vais être précis. D'abord, dans ce tableau, on va vous dire ceux qui sont tout juste un peu au-dessus de la moyenne nationale. Vous trouvez le Cavali, le Gbeke, le Sud-Komoué, le Gontougou, la Mé, la Bagoué, la Nibi-Tchassa, le Hambol, l'Indénié. Ils sont dans la fourchette entre 20 à 25% d'évolution. Mais ceux que je vais citer, les meilleurs, et ils sont à plus de 30%, 30 et 50% d'évolution. Les meilleurs de l'école de l'Église. Aussi paradoxal que cela se trouve, c'est là, on les trouve dans le Bafing, dans le Folon, dans le Kabadougou, dans le Poro, dans le Béré, dans le Boukani, dans le Worodougou et dans le Tchologo. C'est-à-dire au-dessus du 7e parallèle de la Côte d'Ivoire. Chez nous. Chez nous. L'évolution de la population. Et ça, vous l'apprenez de façon globale. On va vous donner les chiffres détaillés. Alors, le Denguéré a connu une progression de 39,65%. La Savane, c'était l'ancienne appellation, les districts, 29,83%. Le Woroba, vers Odiéné, 37%. La moyenne, c'est 20-21%. Mais nous, on est là-bas déjà. Mais ce qui est frappant, c'est que cette progression-là, quand vous la regardez de façon analytique, vous la regardez dans les détails, elle est vertigineuse à partir de 2018, en 2018-2020. On ne sait pas ce qui s'est passé. On ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. On donne un exemple. Le Béré, Kounaïri, voilà. Entre 2015 et 2016, il y a seulement 2,6% de croissance de la population. À partir de 2018, elle est passée à 15,5%. C'est-à-dire de 2018 à 2020, elle a accru de 15,8%. Là où de 2014, de 2015, elle avait fait 2,6%. Écoutez très bien. La Bagoué, c'est chez Navigué,
Je sais pas, je suis navigué. Qui passe de 0,3% de 2015 à 2016, qui se maintient un peu à 3,7% en 2015 et 2018, et puis pouf, 2019-2020, elle augmente de 13,6%. Qu'est-ce qui s'est passé? Le Tchologo, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas le Tchologo, c'est le Ferké. Il n'y a pas de Ferké, on appelle le Tchologo. Qui passe de 1,8% de 2015 à 2016, 3,5% 2015-2018, et puis pouf, 21,7% 2018-2020. Le Poro, chez mon grand frère Malik, qui passe de 2,3% en 2015-2016, 4,2% en 2016-2018, 30% 2018-2020. Franchement, même si, donc, voici des situations qui ne peuvent s'expliquer autrement que par une manipulation de la liste électorale. C'est quand même impensable que tout le reste du pays, la liste électorale évolue de façon assez, je dirais, bon, dans un rythme plus ou moins modéré. Et puis, voilà, chez nous, ça s'accélère. Chers amis, mais 2018-2020, ça vous dit rien? C'est le troisième mandat. Comme on n'était pas sûr que les gens vont nous soutenir, on s'est créé un électorat fictif ailleurs. D'où la certitude contenue dans ces propos, c'est bouclé, c'est géré, c'est calé. Un coup KO. C'est ça. Et ça arrive encore dans notre liste électorale. Qu'est-ce qui peut expliquer que nous soyons si prolixes là-bas? Si fertile, mais encore que ça suppose que ce stock-là existait avant, puisque ce n'est pas des nouveaux-nés qu'on a pris. Donc ça suppose que c'est un stock qui existait avant. Mais ce stock-là était où pour subitement se retrouver là-bas? Soyons sérieux. Et quand nous disons ça, nos amis de la CEI, ils pensent qu'on est contre. Non, personnellement, j'ai beaucoup d'amis avec eux, on a des amitiés avec eux. Mais ça là, on ne peut pas continuer de fermer les yeux sur ça. On ne peut pas continuer. Ce ne sont pas nos chiffres, ce sont leurs chiffres à eux. Ce sont nos chiffres à eux. Et vous allez voir les zones les moins qui avancent le moins. Vous allez comprendre. Il y en a qui n'avancent pas dans leur calcul. Voilà. San Pedro, ça n'avance pas beaucoup. Ils ne font pas beaucoup d'enfants là-bas. Le Guémont, ça n'avance pas. Bon, peut-être il y a une autre explication, ça on ne va pas le dire au micro, peut-être qu'on va le dire hors micro. Le Guémont, c'est chez les Ouais. La Nawa, tu évolues très péniblement chez vous. Voici les zones, les faibles zones. C'est quand même curieux, non? C'est quand même curieux, non?
toutes ces bizarreries-là, qui s'ajoutent à certaines d'autres, nous donnent raison quand nous disons qu'il faut revoir la liste électorale. Si nous ne voulons pas faire des élections en Côte d'Ivoire des simples formalités pour légitimer la manipulation et le RDR, mais il y a une bataille à mener. Et dont le sens de l'appel du président Laurent Gbagbo, dont a parlé tout à l'heure le président exécutif. On ne peut pas aller à des élections avec ça et puis dire bon, on va gagner. On ne peut pas, en tout cas le PPAC ne peut pas, nous l'avons déjà dit avec SAFE pendant les élections. En plus de tout ce que nous avons vu là-bas, les mamans avec 800 enfants, les pères avec 500 enfants, des personnes qui n'ont ni papa ni maman et qui sont sur notre liste électorale, des centenaires, même des bicentenaires, parce que 1800 c'est déjà des bicentenaires, qui sont sur notre liste. Quand on ajuste là, c'est pourquoi pour nous il est important que les Ivoiriens comprennent. Tous les problèmes qui naissent en Afrique naissent autour des questions des élections. Et c'est très lâche que nous fermons les yeux sur ça. À la limite, nous serons complices si nous fermons les yeux sur ça. C'est pourquoi le PPACI demande la refonte de la liste électorale. Ce ne sont pas des caprices. C'est parce que notre demande, notre requête repose sur une analyse factuelle de la liste électorale. J'ai écrit quelque part, mon ami, cher ami, Kubert dit, le président de la CENI, oui, il est mort, sur la liste, il ne vote pas. Mais écoutez, on vous dit, la loi a donné des consignes pour la. Mais pourquoi on ne met pas les bébés dessus? Laissez les bébés, dès que tu nais, on te met sur la liste électorale, puis les bébés ne votent pas. On vous dit, voici les conditions pour que vous figuriez sur la liste électorale. En tout cas, dans ces conditions que moi j'ai lues, quand tu es mort, tu n'es pas là-dessus. Ils sont là-dessus. Dis oui, je prends acte, ce sont des faiblesses, on va corriger. Mais on va dire non, ce n'est pas un problème parce qu'ils ne votent pas. Mais dans ce cas, mettez tout le monde. Mettez tout le monde dessus. Non. Soyons sérieux. Oui, oui. C'est-à-dire, sur notre liste là, les morts peuvent figurer, mais il y a certains vivants qui ne peuvent pas figurer. Notamment le président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire les morts, il n'y a pas de problème pour les morts. Mais les vivants là, ils n'ont pas les places sur la liste électorale. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Chers amis. À un moment donné, il faut qu'on arrête ça. Et il faut que les Ivoiriens comprennent le sens de l'appel du président Laurent Gbagbo, comme l'a bien expliqué le texte. Il nous faut sauver ce pays-là. Un pouvoir, ça passe. Mais les blessures d'une société sont difficiles à cicatriser quand elles sont si payantes. Et sur ça, je pense qu'il doit y avoir une solidarité dans l'action politique autour de ces questions-là. Le PPAC demande cette solidarité. Nous n'allons pas aller à des élections comme ça, comme si, des moutons de Paris, on s'en va, on va suivre et puis rien ne se fera. On ne va pas légitimer l'inacceptable. Chers amis, voici les deux points qui nous paraissaient essentiels. Les accusations du Burkina Faso qui méritent des explications et de cette liste électorale dont la progression particulière, paramétrée, nous inquiète et exige qu'il y ait un profond toilettage, une réforme de la liste électorale. Je vous remercie. Il pose.
On n'est pas content du ministre Kone Katina? Je veux dire, le ministre Kone Katina a fait du Kone Katina. Tout ce qui est toujours bon. Les propos du ministre à la suite du président exécutif sont suffisamment clairs. Et je pense que les thèmes débattus ici pourront faire l'objet de beaucoup plus de commentaires. Je demande à la presse, vous qui avez l'habitude de titiller avec des questions, si vous en avez, on va prendre différentes questions puisqu'ils sont deux animateurs. Vous vous présentez votre organe et vous posez succinctement la question. On a un micro derrière. C'est bon, le micro est ouvert? Tenez ça, tenez celui-là. Amis de la presse, je vous prie de préciser la personnalité à laquelle est adressée la question, s'il vous plaît. Merci, monsieur le ministre. Katina est un homme dédié. C'est brillant exposé. La première question va s'adresser au ministre d'Amérique. Présentez-vous et portez votre organe, s'il vous plaît. Je suis Gobson Zako, du journal La Nouvelle Alliance. Donc, je disais que ma première question s'adresse au ministre d'Amérique. Après l'appel de Benoît, il y a eu une polémique qui s'est soulevée, si vous êtes dans le débat politique. Il y en a qui disent que l'appel de Benoît vient en retard et que Laurent Gbagbo pourrait le faire dès son retour en Côte d'Ivoire. Quelle réponse donnez-vous à ces polémistes? Ma deuxième question s'adresse au ministre Kone Katina. Il vient de nous faire le point sur la liste électorale. Et tout le monde l'a bien suivi. Hier, en écoutant Mamadou Touré sur la question, il a dit que Laurent Gbagbo, en son temps, s'était taillé une liste électorale sur mesure, une liste électorale en sa faveur. Il avait aussi fait un découpage électoral en sa faveur. Quelle est la réponse à cette accusation ou à cette accusation? Merci. Comme on va se lever pour parler, je crois qu'il faut laisser poser la question. Ok, donc on va prendre 5 questions qui sont réparties et puis les intervenants vont venir. Bonjour, c'est Jacques Cabral pour l'AFP. Alors, vous dites que le parti au pouvoir et le gouvernement n'ont pas répondu aux propos faits par le président de la transition Burkina Faso. Mais hier, lors du point de presse du RHDP, le porte-parole Kobena Kwasi Adjumani a dit les propos suivants: la Côte d'Ivoire n'a aucun problème avec les pays qui nous environnent. Au contraire, ce sont nos frères et sœurs. Vous avez vu le dispositif mis en place par le gouvernement ivoirien pour accueillir tous ces frères et sœurs qui ont des difficultés réelles à vivre dans leur pays et qui trouvent comme refuge la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ceci, monsieur le ministre? Merci. Bonjour au président et puis au ministre Katina. Ma question c'est relative à moi. Présentez-vous et votre organe, s'il vous plaît. Je suis David Bédia du Ghana d'Ivoire. Voilà, ma question est relative à la liste électorale.
depuis, avant même les élections municipales, je crois que le CIF, le ministre a dit, le CIF n'a fait que dénoncer les mêmes choses, les mêmes irrégularités, mais malgré cela, on est allé aux élections, on a vu les résultats. Et c'est ce qu'on est en train de reprendre encore. Est-ce qu'on va rester dans les dénonciations et si ça ne passe pas, qu'est-ce qu'on fait? On va aux élections présidentielles comme ça? C'est la question. Merci. Bonjour, je suis Omar Abdelkader de Soir Info. Je reviens sur le cas du président Laurent Gbagbo. Qu'envisagez-vous exactement pour son inscription sur la liste électorale? Monsieur le président du parti, comme vous avez parlé du discours du président à Benoît, j'aimerais revenir sur un détail. Nous, on n'a pas tout suivi. Je n'ai pas vu la partie libation au meeting. Quand nous fait-il exactement? Bonjour, monsieur. Je suis. On fait du câble, on écoute, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Au ministre d'Arrêté. Vous venez d'être nommé fraîchement l'interlocuteur unique. Vous venez la discussion avec ceux qui décident le juin sur la répondre à laquelle je vais parler. Comment appréhendez-vous cette tâche qui vous attend avec votre stratégie? Comment appréhendez-vous cette tâche qui vous attend avec votre stratégie? Deuxième question s'adresse au ministre Katina. Comment? La deuxième question est adressée au ministre Katina. Que répondez-vous peut-être à ceux qui disent que le meilleur audit, c'est la révision de la liste électorale? Le meilleur audit, c'est la révision de la liste électorale. Le meilleur audit, c'est la révision de la liste électorale. Je vais répéter. Il dit, le président de la CEI a dit que le meilleur audit, c'est la révision de la liste électorale. C'est cela. Merci. Bonjour monsieur le maire, Karine Kassi de la Crèche Chéléman. Il y a monsieur justement ici. Je suis là. Alors ma question est la suivante. Le président Laurent Gbagbo a appelé à l'union des partis politiques de l'opposition. Je souhaiterais savoir comment ça va se faire dans la pratique. Est-ce que les pouvoirs les partis politiques du président Jacques Deboudé, de Mme Simone Gbagbo se sont tenus à venir vers vous, ou bien c'est vous qui venez vers vous? Merci beaucoup. Bon, je pense qu'on va arrêter pour les questions pour l'instant et on passe aux réponses. On va commencer par le président exécutif, le professeur Danon Djedje. Merci, chers amis. Merci, chers amis. Babson, nouvelle alliance, c'est bien ça. Bien. Les polémiques disent que l'appel du président est venu en retard. C'est bien ça. On dit vaut mieux tard que jamais. C'est ce que l'adage dit. Mais au lieu de dire vaut mieux tard que jamais, je voulais juste dire que le président Laurent Gbagbo, il a une claire vision de ce qu'il fait en politique. Et si vous lisez bien le signe des temps, il a toujours été l'homme de son temps. Je l'ai dit à certaines occasions. C'est-à-dire, il ne fait rien au hasard. C'est un historien, donc il tient compte de l'histoire dans toutes ses actions politiques. Qui a dit que l'appel vient tard, ou bien l'appel est tardif? Qui l'a dit? J'ai évoqué dans mon exposé liminaire que le président Gbagbo a toujours été là où le pays l'appelait pour avancer. Il a été toujours l'homme qui lance les appels quand il faut dans l'intérieur du pays.
Vous vous souvenez très bien que lorsque le président Houphouët-Boigny est décédé et que son propre camp menait des tours de sorcellerie ou de sorciers autour de sa dépouille, le président Gbagbo a été le premier à lancer l'appel à la sérénité et au calme pour dire un baobab s'est couché, attirons-le dignement et nous reprendrons notre bataille politique. C'est le président Gbagbo qui l'avait dit. Il a toujours été comme ça. Et je l'ai dit aussi dans mon exposé que plusieurs fois, il a lancé l'appel. Mais par rapport à ce que vous dites, et comme c'est l'actualité, je veux dire que le président Gbagbo était déjà en prison à La Haye quand il a lancé l'appel à la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Il n'a peut-être pas bien lu ou écouté ce que j'ai dit, mais c'est à partir de cet instant-là que nous autres, Front Populaire d'avant, PPACI aujourd'hui, nous sommes rapprochés du PDCI-RDA. Et nous avons conclu ce que vous avez appelé, peut-être par déformation, alliance, qui n'était pas en réalité l'alliance, c'était un rapprochement, mais c'était pour faire la réconciliation. Il était déjà en prison. Et quand il est venu, on a poursuivi la mission. Mais le président Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire le 17 juin 2021, si j'ai bonne mémoire. C'est bien ça? Juin 17 juin 2021. 3 mois plus tard, mais je vais dire même avant ces 3 mois, mais 3 mois plus tard, il a créé un parti politique qu'on appelait PPACI. Avant ça, il a lancé l'appel à toute la Côte d'Ivoire, à tous les Ivoiriens, pour venir à lui, pour créer un nouvel appareil. J'oublie exactement la date qui a eu lieu à Trècheville, pour parler de la culture. 9 août, merci beaucoup. Donc voilà l'homme. À chaque fois que les problèmes se posent à la Côte d'Ivoire, il prend des décisions et il fait appel au rassemblement. Il n'agit jamais seul. Donc si les gens disent que ça devient tard, ils ne connaissent pas l'histoire politique de la Côte d'Ivoire. Mais je vais consentir ça, c'est leur opinion. Je vais dire, moi, que le président Laurent Gbagbo, depuis La Haye, où il était en prison, déporté, après sa déportation, quand il est revenu, il a été le premier à lancer l'appel aux Ivoiriens. Alors s'ils n'ont pas répondu à ce moment-là, c'est leur problème. Mais j'avais dit à l'époque, parce que j'ai eu la chance de présider le congrès constitutif, c'est bien ça. Voilà, donc, par exemple, merci beaucoup. Ce retard-là, c'est par rapport à quoi? Ce retard-là, c'est par rapport à quoi? C'est la question que j'aurais pu me poser au début. Je ne l'ai pas posée, mais je reviens là-dessus maintenant. Je conseille de mes amis, par rapport à quoi? Donc, il faut être honnête. Et c'est pour cela qu'on dit aujourd'hui, il ouvre les bras, mais il faut venir de façon honnête, de façon franche, de façon sincère. Il y a beaucoup qui diront tout ce qu'ils ont à dire. Hein. Donc, cher ami, il n'est pas tard. Gbagbo a lancé son appel quand il fallait le lancer. C'est maintenant qu'il fallait lancer cet appel et c'est là qu'il a lancé à Bonois. Et j'ai dit pourquoi à Bonois. Donc on peut s'en tenir à ça. L'objectif principal, c'est que nous avons en face de nous un groupe de personnes, un groupe d'amis, un groupe de familles qui gèrent notre pays de façon clanique. Et j'ai évoqué la litanie de tout ce que nous voyons comme tard vis-à-vis de cette malgouvernance. Par rapport à ça, il faut que les Ivoiriens se mettent ensemble pour booster, hors d'état de nuire, ces gouvernants actuels. Donc la mission principale de l'appel de Laurent Gbagbo, c'est de dire, mettons-nous ensemble pour dégager ce pouvoir-là, de façon démocratique. Il faut qu'on soit clair. De façon démocratique. Et comme en démocratie, il faut se compter, il veut compter sur les Ivoiriens qui pensent comme lui. Maintenant, si tu arrives, que tu ne passes pas comme lui, on le saura. Mais ce n'est pas la peine de venir. Ce n'est pas la peine de venir si tu ne passes pas comme lui. Si tu n'as pas le même objectif que lui, ce n'est pas la peine. Et c'est pour ça que je vais répondre à la question de mon ami. La dernière question de le temps, qui me dit qu'on m'a confié une mission. Je voudrais à ce titre-là dire que je suis très honoré. Et je remercie sincèrement président Laurent Gbagbo de me faire confiance. C'est un honneur pour moi.
et je vais essayer de mériter cette confiance. C'est une mission qui me vient de m'être confiée il n'y a que 2 jours. Donc laissez-moi le temps de m'organiser. Laissez-moi le temps de m'organiser et après on se reverra. Mais déjà, je dis grandement merci au président Laurent Gbagbo et avec le soutien des camarades et de tous les Ivoiriens, nous ferons ce que nous avons à faire. Le deuxième intervenant qui me concerne, c'est, bon ça c'est Katina connaît, la libation. Ça c'est mon ami de Soir Info. J'ai parlé du discours du président Laurent Gbagbo et il a parlé de libation. Je ne vois pas tellement la liaison entre discours et libation, mais chose. Ça dit, des gens prennent dans ce pays la libation comme quelque chose comme ça de banal. On fait des libations pour les libations et quand on veut te faire plaisir, on fait des libations. Mais dans notre tradition, les libations se font toujours le matin. Et à jeun en plus. Si par modernisation, bien par modernisme, on a déplacé ça vers 10 heures, on considère que c'est encore le matin. Nous sommes arrivés à Baudouin, il était 16h, 16h30, même 17h. C'est là que vous vouliez qu'on fasse la libation. J'ai dit qu'on a été accueillis dans la ferveur de l'authenticité africaine, pour ne pas dire d'Ajabouré. Donc les Akans, ils ont leur façon de faire. Le moment n'était pas choisi à ce temps précis-là pour faire une libation. Ils n'ont donc pas fait la libation. Mais qu'est-ce que la libation vient faire dans notre affaire politique? Qu'est-ce que la libation vient faire dans notre affaire politique? Je ne comprends pas. On met aujourd'hui la libation dans notre affaire politique pour dire, bon, si on a fait la libation, tu es populaire, mais si on a fait la libation, tu vas être élu. Je ne comprends pas. La libation, qu'est-ce que ça vient chercher dans notre affaire? Et les gens font leur chou gras. Je suis vraiment déçu des Ivoiriens. Et je suis déçu des journalistes qui se pressent à ce jeu. C'est vrai, c'est des adversaires, ils peuvent toujours dire ce qu'ils veulent, mais c'est pitoyable. C'est pitoyable. Laissons les abourer là où ils sont. Le président Laurent Gbagbo les a remerciés et j'ai réitéré ces remerciements au nom du président Laurent Gbagbo. Laissons-les. Ils nous ont accueillis dans une chaleur incroyable. Ils étaient tout heureux. Et nous sommes allés à la cour royale. Et tout s'est passé à la cour royale. La libation dont il parle. Évidemment, le journaliste n'était pas à dans la maison du roi, donc il n'a peut-être pas vu. Mais notre libation, ce que je peux appeler libation, c'est de ça qu'il s'agit. Nous avons eu des paroles de bénédiction sur le roi. Ça me suffit. Et ça suffit à Gbagbo le roi. Et il y a eu des bénédictions, des abourés sur la place publique, la place Amadoua. Ça me suffit. Ça suffit à Laurent Gbagbo. Le reste là, faites ça ce que vous voulez. Mais ça n'a rien à voir avec notre marche politique. Chers amis. Bien. Je crois que j'ai tout dit concernant la présence du président Laurent Gbagbo à Mossou, concernant des questions sur Mossou. Mais retenons que pour le rassemblement, l'appel au rassemblement, le président Laurent Gbagbo vise les élections de 2025. Venons au rassemblement pour gagner les élections de 2025. Ceux qui veulent venir pour gagner avec moi les élections de 2025 sont les bienvenus. Ceux qui veulent venir pour qu'on ne gagne pas les élections de 2025, en tout cas, ils n'ont qu'à aller où ils étaient. Ce n'est pas la peine qui vient nous embrouiller. Ce n'est pas la peine qui vient nous embrouiller. C'est ça que nous avons appelé des discussions sincères, franches et honnêtes. C'est tout. Donc là où on m'a mis, je vais veiller à ça. Si je regarde ton visage, que ça ne va pas dans ce sens-là, je le dirai. C'est tout. Oui, merci. J'ai parlé comme un peu, comme à Djamé, comme au village. Mais c'est ta démarche. C'est ta démarche. La façon dont tu marches là. Si je vois que c'est tordu, ce n'est pas pour nous. Il faut que les choses soient claires. Alors, où on met Simone Gbagbo et Blé Goudé dans cet appel, comme vous le dites. Simone Gbagbo et Blé Goudé sont des leaders de partis politiques. On fait appel aux partis politiques, on fait appel aux progressistes, on fait appel à la gauche, de façon générale, mais à tous les Ivoiriens. L'appel s'adresse aussi à eux. S'ils estiment le besoin de venir à nous pour qu'on discute, ils sont les bienvenus.
Il n'y a rien d'autre à dire. Chers amis, je vous remercie. Je pense que les propos du président exécutif sont suffisamment clairs, que ceux qui veulent comprennent. Il a dit, ainsi a parlé le PEX. On va passer maintenant la parole au ministre Kone Katina, qui va à son tour se soumettre aux questions, va répondre aux questions que vous lui avez posées. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, cher ami. Le président Laurent Gbagbo, selon le ministre Mamadou Touré, c'est comme a rapporté, dit qu'il s'était octroyé lui aussi un découpage cousu à sa mesure. Alors, le problème avec nos adversaires de RIDP, il faut les comprendre. De RDR, il faut les comprendre. C'est vrai, c'est RDR. Il faut les comprendre. Ils ont une excuse, même si ce n'est pas absolutoire, mais on leur accorde cette excuse. C'est que depuis 2000, au moment où le président Laurent Gbagbo s'attelait à construire la République, eux, ils avaient un autre plan. Donc, ils étaient tellement occupés à faire ce plan, préparer ce plan, qu'ils n'ont même pas vu, ils ne sont informés de rien, en dehors de leurs préparatifs pour le maquis. C'est tout. Sinon, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire ne peut pas dire ça. Qui connaît l'histoire de la Côte d'Ivoire ne peut pas dire ça. Mais on va leur rappeler quelque chose. Le président Laurent Gbagbo a été élu le 26 octobre 2000. Et tout le monde sait dans quelles conditions. Ce n'est pas lui qui avait établi la liste électorale sur laquelle il a été élu. Ce n'est pas lui. La preuve, c'est que quand on allait aux législatives, on allait au coude à coude avec le PDCI. On est allé au coude à coude avec le PDCI. Mais si le président Gbagbo avait décidé de donner 10 députés à Maman, il aurait 10 députés à Maman. Voici les réalités. Nous sommes allés aux élections municipales avec la liste électorale. Le président Laurent Gbagbo était candidat. Nous avons perdu ces élections en 2003. Le RDR a eu beaucoup de communes. Donc quand on ne connaît pas l'histoire de son pays, on se tait. Et puis c'est mieux, on demande, on s'informe et on vous informe. Quand nous sommes allés au dialogue politique, la question a été posée par tout le monde. On dit, qu'est-ce qui a justifié que vous changiez du coup le mode d'évaluation du découpage électoral? Qu'est-ce qui peut justifier que ici, la moyenne pour être élu maire, c'est 57 000 voix, et là-bas, dans certaines zones, c'est 2000, 1500 voix. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Qu'est-ce qui peut justifier que ici, pour être député à Abidjan, à Gagnoua, à Zopé, il faut un minimum, la moyenne électorale des voix, se trouve autour de 25 à 30 000, et le même député, là-bas, c'est fait avec 2000 voix. Qu'est-ce qui justifie ça? Ça, excusez-nous. Alors ils ont dit non, on a essayé de faire des arrangements. On dit, c'est quoi les arrangements? Le principe de base de la démocratie, c'est la population. Tous les autres éléments, ils viennent tout simplement pour corriger. Donc, l'élément de pondération ne peut pas être l'élément fondamental. Il doit être l'élément fondamental. Ça aussi, ça relève la bonne logique. Ça relève la bonne logique. Donc, ce qu'il dit, accordez-lui l'excuse de... Bon, je n'irai pas jusque là-bas, c'est un ministre, mais il ne le sait pas. Bon, c'est la même chose, hein, mais je le dis élégamment, ou autrement. Oui. Madame de l'AFP, les propos du chef de l'État burkinabé du gouvernement, c'est-à-dire
le gouvernement. Il n'a pas dit le RADP ou le RDR. Ce que Adjoumani est venu dire là. Ça là, ça n'engage que eux, leur parti politique, mais pas la Côte d'Ivoire. Parce que c'est eux qui dirigent la Côte d'Ivoire et donc c'est le gouvernement qui doit répondre. Voilà la différence. Mais évidemment, dans leur confusion, ils vont finir par croire qu'ils sont un parti État, donc ce qui se fait à la rue Le Pic, c'est la Côte d'Ivoire. Non, non, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Ça concerne les militants des RDR. Si ça ne passe pas, la liste électorale, nous la dénoncions. Chers amis, la politique, c'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Et il faut que nous travaillions à créer le rapport de force qui nous permet de justifier, d'obtenir ce que nous voulons. Surtout que ce que nous réclamons relève de la justice et de la morale. J'ai écouté mon ami, je l'aime bien, c'est vraiment un ami, moi je ne capte pas mes amitiés. Puis bien, c'est un ami. Je l'ai écouté, mais j'ai deux problèmes avec lui. Mais je vais lui dire, hein. Mais comme je lui dis en cachette, je lui dis ça publiquement pour qu'il sache ce que je lui dis en cachette. Il y a deux problèmes avec lui. Il dit, à moi, c'est le gouvernement qui a signé ces accords avec pour la Cour africaine des droits de l'homme. Écoutez, moi, c'est vrai, je reconnais, pour une fois, il reconnaît que cette décision s'impose à la Côte d'Ivoire parce que ça relève d'un traité donc, qui est supérieur donc, en termes de normes à toutes nos décisions internes. Et donc, il attend que le gouvernement lui dise ce qu'il allait le faire. Vous êtes commission indépendante ou vous êtes des commis de l'État? Voilà le problème. Pourquoi, pour la révision de la liste électorale, la CEI écrit au ministère de l'Intérieur pour dire, donnez-moi la liste des gens qui sont morts, c'est la procédure, hein. Ils écrivent au ministère de la Justice pour dire, donnez-moi les condamnés, ainsi de suite. Et puis, ça s'arrête là. Et il n'a qu'à écrire à tout le monde. Est-ce qu'il a écrit au ministère des Affaires étrangères pour dire quelle est la situation du président Laurent Gbagbo? Est-ce qu'il a consulté la CEI puisqu'il reconnaît que la Cour fait partie intégrante des structures internes? Est-ce qu'il a écrit à la Cour? Et c'est ce que nous dénonçons. Rappelez-vous qu'en pendant les élections municipales, parce que n'oublions pas ça, la CEI a fait faire sortir un communiqué pour la distribution des communes, le découpage des communes. L'heure qui a suivi, un gouvernement est venu sortir pour dire qu'ils ne sont pas d'accord. Mais ça, c'est pas sérieux. Donc, on n'a qu'à retirer au ministère de l'Intérieur, c'est fini. Le deuxième problème que j'ai avec mon ami Tubien, c'est que mais il n'est pas propriétaire de la liste électorale. Toi, tu es arbitre. Des personnes disent, des compétiteurs disent, cette liste, on a un problème. Et toi, tu dis, non, 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 elle est bonne. Mais toi, ton rôle, elle est quoi? Tu n'es pas compétiteur. On te dit, la liste n'est pas bonne. Et qu'on veut une réforme, il faut un audit. Tu dis, non, 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 que la révision, c'est suffisant. Mais ça, c'est une opinion personnelle. On ne peut pas être arbitre et avancer ses opinions personnelles. Si le PDCI, le PPACI, un seul des partis de l'opposition disent cette liste-là, elle nous pose problème, le président de la CEI, qui veut être correct et normal, ok, je prends acte, il faut que nous trouvions les moyens pour corriger. Non, on ne vient pas justifier. Ce n'est pas toi qui as fait la liste. Toi, tu as quel problème? Et quand on dit que tu es militant, tu dis non, tu n'es pas militant. Mais c'est des opinions personnelles que tu émets dans une affaire qui concerne des compétences dont tu es arbitre. Ça ne passe pas. On va faire comme l'arbitre de mon village qu'on avait corrompu pour gagner un match. Et puis il a donné penalty, 3 fois penalty. L'autre tireur, il a raté les deux premiers penalty. Troisième penalty, il veut venir, toi là, tu ne tires pas. Non, non. Il dit, tu es le seul joueur, quitte là-bas, il ne faut pas tirer.
Mais c'est dans ça que nous sommes. C'est dans ça que nous sommes. Donc, ça rejoint le problème de la liste électorale. Il y a des opinions qui sont de nature à effaroucher. Et quand elles viennent de la CEI, elles ne rassurent pas. C'est ce que nous disons toujours à nos amis de la CEI. Nous ne sommes pas contre eux. Nous ne les accusons pas de quoi que ce soit, mais c'est leur réaction et leur fait au quotidien qui justifient notre position, ou du moins nos suspicions vis-à-vis d'eux. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons travailler à renverser la liste, le rapport de force. C'est notre rôle, c'est pourquoi le président Gbagbo nous a nommés. C'est pourquoi il nous a nommés. Qui président exécutif, président CSP, secrétaire général, qui vice-président. Notre rôle, c'est de ça. Travailler à changer. Parce qu'il n'est pas juste que nous nous accommodions avec l'injustice. Ce n'est pas acceptable. Or, je pense qu'ils ne vont pas s'amuser à arrêter le président Laurent Gbagbo de la liste électorale. Je pense qu'il y a des amusements après qu'à certaines limites. Bon, on arrête des amusements quand même. Et donc, je voulais répondre à la fois à la question de la liste électorale, qu'est-ce que nous faisons, et puis, si le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, qu'est-ce que nous faisons, et également sur la question de l'audit. Nous sommes même pas, nous allons auditer. Il y a eu des audits dans certains pays. Il y a l'expérience des audits quand même, qui font la révision. Au Sénégal, il y a une audit de la liste électorale. En Guinée, il y a la révision de la liste. Il y a 2 millions de personnes qu'on a trouvées qui n'étaient pas sur la liste électorale, on les a enlevées. Et il n'y avait pas de révision là-bas. Il n'y avait pas de révision. Non. Soyons sérieux. Le président Laurent Gbagbo s'est battu avec ses camarades pour qu'on ait un minimum de démocratie en Côte d'Ivoire. On ne va pas accepter s'asseoir que les gens vont la fossoyer de cette façon-là. Parce que ça ne leur convient pas, parce que ce n'est pas dans leur ADN, parce que ce n'est pas comme ça qu'ils conçoivent la vie démocratique. Nous allons nous battre. Et parce que lorsqu'il y a une injustice, on se bat et on la combat. On ne va pas démissionner sur cette affaire. Nous n'avons pas démissionné. Comme nous l'avons dit, nous n'avons qu'un seul candidat. Soit nous battons, soit alors on ne va pas aux élections. Or, on veut aller aux élections. Et on veut gagner les élections. Donc, on n'a pas le choix. On doit se battre jusqu'au bout. Chers amis, voilà un peu ce que nous voulons dire. Merci pour votre présence, Tex. Merci pour votre présence à cette tribune. Et on va se donner rendez-vous très prochainement. Il y a une autre question? Oui, j'ai oublié de dire votre question. Je voudrais que vous soyez un peu plus explicite pour nous. C'est quoi, c'est pas jusqu'au bout? Bon, alors. Non, mais je viens de répondre. C'est pas compliqué. Nous allons faire en sorte et nous allons imposer, nous allons faire en sorte que le nom du président Laurent Gbagbo soit sur la liste électorale. Ça, c'est suffisant. C'est l'objectif que nous visons et le reste, les modalités, ça nous appartient. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers amis. Merci. Et dans 2 semaines. Merci beaucoup.